Bonsoir à tous, bienvenue sur les ondes de Radio Babouk. Alors, nous sommes ici à la Friche au Port, à l'île de la Réunion, dans le cadre de l'exposition Antivirus, une exposition collective qui a réuni 11 artistes, une réaction à cette crise sanitaire qui frappe le monde. On a reçu tout au long de cette exposition tous les artistes, organisé des rencontres de ces artistes avec le public. Et ce soir, nous recevons la plasticienne Yasmine Atoumane. Bonsoir Yasmine. Bonsoir. Bonsoir à tous, merci d'être venus, merci de m'écouter aussi. Bonsoir à tout le monde. Il y a des gens qui sont venus intéressés, interpellés par le travail que tu as proposé tout au long de cette exposition. Pour faire connaissance, est-ce que tu peux nous parler de ton travail? Donc toi, de ce que je sais, tu as une formation à l'École supérieure d'art de la Réunion, et puis ta spécialité c'est la photographie, la vidéo, et en même temps des installations monumentales. J'en ai vu plusieurs à la Rivière des Galets, où tu avais affiché des portraits de familles de ce quartier de la Rivière des Galets sur des digues qui font plus de 20 à 30 mètres de haut, je ne sais plus, mais c'est très grand. Et on pouvait les voir quand on descendait de Mafate, donc venant de la montagne, on pouvait les voir, mais vu de la route, on ne pouvait pas les voir. Enfin voilà, c'était très impressionnant. Voilà, donc c'est pour introduire vraiment brièvement ce que tu fais. Mais est-ce que tu peux nous dire un peu, qu'est-ce que tu nous racontes, c'est quoi ton travail? Alors, je travaille principalement sur le thème des territoires précaires, en particulier sur la Rivière des Galets. Et notamment le projet dont tu parlais s'intitule La Rivière des Galets à ciel ouvert, qui était en 3 volets. Un premier volet photographique avec l'affichage de la grande fresque. Un deuxième volet qui était un travail avec les écoles de la Rivière des Galets, où ils ont dessiné sur les galets de la rivière des oiseaux disparus de l'île. Et pour terminer, le dernier volet était un travail de chorégraphie. Donc j'ai travaillé avec 2 jeunes artistes, Tic et Tac, pour créer justement une œuvre spéciale pour le jour du vernissage. Donc c'est un projet qui m'a beaucoup touchée parce que j'avais quitté l'île, et quand je suis revenue, justement, j'étais déconnectée au territoire. C'est-à-dire, au-delà, j'ai quitté l'île pendant plus d'une dizaine d'années. Et en règle générale, au-delà de 5 années d'absence, on perd beaucoup en fait les repères, c'est-à-dire les amis, parce que les gens bougent, les gens déménagent, grandissent, voilà. Donc c'est parce que j'étais déconnectée du territoire que j'ai voulu quelque part me réapproprier cet espace où j'ai grandi, en créant quelque part du relationnel avec le lieu. D'accord. Donc, c'est un exemple, une partie de ton travail. Oui. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus? Je veux dire, c'est quoi tes supports, c'est quoi tes matières? Alors, j'utilise plusieurs médiums, mais mon médium principal reste la photographie. Mais notamment, comme tu l'as dit tout à l'heure, je fais de l'installation, de l'assemblage, de la céramique, de la vidéo performance, mais tous ces médiums me permettent en fait de centrer mon propos sur ce qu'est quelque part le territoire précaire, comment je le représente, quelle vision et quelle métaphore je peux en retirer. Territoire précaire, c'est-à-dire? Alors, le territoire précaire, moi je l'envisage sous plusieurs angles. Le premier angle, il est d'ordre géologique, c'est-à-dire que je suis assez fascinée par tout ce qui est territoire instable, émouvant, et justement la rivière est un lieu où on voit l'érosion vivre. La plage aussi, le rivage plutôt. Donc voilà, dans un premier temps, elle est de l'ordre de l'aspect géologique. Ensuite vient l'humain. Et dans ce que j'appelle territoire précaire, c'est comment l'humain s'approprie un territoire ou part d'un territoire. En fait, c'est les cycles de circulation de l'homme. Il y a un troisième point, t'allais continuer? Non, c'est essentiellement, pour l'instant, dans mes recherches, puisque ça reste des projets d'exploration.
Et je m'axe sur ces deux axes, la partie géologique et la partie humaine. Et tu vas pouvoir peut-être nous éclairer un petit peu pour les gens qui nous écoutent. Tu parles d'installation, de performance. Tu pourrais nous aider? C'est quoi une installation en fait? Une installation, c'est un ensemble d'objets qui peut être de tout type, de tout médium d'ailleurs, qui va occuper tout un espace, et en traversant cet espace, on aura une autre expérience du lieu. L'installation permet justement de se déconnecter du lieu et d'entrer entièrement dans l'œuvre de l'artiste. Donc c'est une mise en scène, quoi. Oui, on peut le voir, je pense qu'on peut le voir comme une mise en scène. Une mise en scène du spectateur lui-même en quelque sorte. Qui devient... Je pense plutôt c'est plus de l'ordre de traverser une œuvre et de faire l'expérience de l'œuvre. Peut-être j'allais dire une bêtise, j'allais dire peut-être un peu plus importante qu'une œuvre à 2 dimensions, mais c'est totalement faux puisque chaque œuvre a sa puissance émotionnelle pour chacun de nous. D'accord. Et donc tu peux nous décrire une de tes installations? Qu'est-ce que tu as présenté ici pour cette exposition? Est-ce qu'il y a une installation ici? En mon sens, non, il n'y a pas d'installation. Mais par exemple, l'escalier de sable, l'escalier de sable est pour moi un assemblage d'objets. Elle est un peu hybride parce que c'est aussi une sculpture que j'ai faite qui est l'escalier, et c'est pour moi une maquette. Donc elle se présente dans une sorte de parallépipède avec des arêtes en bois. Au centre, on retrouve une table, un disque de verre sur lequel j'ai installé de l'eau. Et au-dessus de ce disque de verre, on retrouve justement cet escalier de sable qui est suspendu justement dans ce parallépipède de bois. D'accord, et c'est quoi? C'est une métaphore? Oui, en fait, Comment décrypter le sens de ça? Alors, je pense que quand on arrive devant une œuvre, on est tous remplis d'une charge émotionnelle et chacun peut en faire sa lecture. Mais moi, je me raconte des histoires. Je me raconte une histoire. Donc le parallépipède pour moi est un microcosme à l'intérieur duquel on retrouve une métaphore de la planète grâce au disque de verre et l'eau qui vient dessiner une géographie. Et au-dessus de cet ensemble, il y a un escalier de sable. Et justement, l'histoire que je me raconte, c'est qu'on est tous dans le même bateau et il n'y a pas d'échappatoire. Et l'escalier de sable étant très fragile, il n'y a pas de vraie porte de sortie. Il est illusoire de croire qu'il y a une porte de sortie. Et en quelque sorte, par rapport à ce qui se passe actuellement dans le monde, les solutions doivent être trouvées par nous-mêmes, ensemble. C'est une œuvre un peu triste. Et donc là, on retrouve effectivement tout ce que tu disais, c'est-à-dire l'élément sable, qui est friable, qui est mouvant. C'est ce qu'on retrouve sur les bords des plages. Et puis il suffit qu'on le tapote un peu pour qu'il change de forme. C'est quelque chose de très volubile. L'eau, le disque de verre, quelque chose de transparent. Et puis autour, quand même, quelque chose de très structurant, qui est ce cadre. Donc, et où sont les hommes là-dedans? Parce que tu parlais de ces deux mondes-là, la géologie et l'homme. Comment on y arrive? C'est par l'escalier, en fait. C'est cet escalier qui est quelque chose d'humain et qu'on a envie de monter ou... À partir du moment où j'effectue avec la table de verre un élément qui peut être très fragile, la cartographie renvoie tout de suite au territoire. Le géographe, il a besoin d'une carte pour pouvoir justement identifier un territoire. Et c'est ce qui va lui permettre d'en définir les limites intérieures et extérieures. Et là, on peut parler justement de la partie aussi bien géologique qu'humain.
D'accord. Comment on fait pour, à partir d'objets comme ça, parce que des fois l'art contemporain c'est un peu difficile d'accès à la compréhension pour certains. Comment est-ce qu'on peut dégager une esthétique là-dedans? Et je vois ces choses qui sont très contemporaines. Je vois quand même que tu recherches une esthétique. On dirait que tu recherches à faire quelque chose de beau quand même. Alors, je me trompe ou? Dans ma pratique, dès le début, j'ai été dans le paysage. Avec la rivière, l'eau, le sable, les galets. J'avais déjà défini au départ ce que j'appelle mes matériaux premiers avec l'eau et notamment le glaçon gelé. Et en fait, tout au long de ma pratique, on retrouve ces mêmes éléments et je continue à les utiliser. Au départ, j'avais une utilisation très visuelle du sable. J'avais l'expérience du sable à travers la photographie, à travers la vidéo. Et aujourd'hui, je passe à une autre progression. C'est que ça devient maintenant un élément qui me permet de proposer des formes en 3 dimensions. C'est vrai qu'au départ, je n'avais pas conscience de l'esthétique ou de la recherche du beau dans ce sens, dans le sens où tu peux l'entendre. Au départ, c'était vraiment des matériaux, comme je t'ai dit, c'était des matériaux premiers, mais auxquels j'avais donné un sens. J'avais redéfini un sens dans ma pratique. Et c'est des sens, en fait, c'est tout ce qui appartient au champ lexical, du sable, de l'eau, en fait, du paysage, globalement. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Donc, c'est-à-dire l'esthétisation, elle est accidentelle, quoi. C'est pas ce que tu recherches. Elle n'est pas accidentelle, puisque en fait, il y a eu. Est-ce que tu recherches une harmonie quelque part? Parce que moi, j'en vois une quand je regarde ton truc. Comment est-ce que tu la composes? Est-ce que tu la visualises d'abord? Est-ce qu'elle arrive après coup? Je suis d'abord dans une étape de recherche. Pour fabriquer l'escalier, par exemple, je suis passée par d'autres phases. Je n'ai pas fabriqué, par exemple, en premier un escalier. J'ai fabriqué des motifs aléatoires pour voir comment réagissait le sable. Et c'est vrai que quand on commence à voir son objet fini ou des tests, on se donne des directions esthétiques. Pour moi, la recherche du beau, elle vient au second plan. En fait, c'est plus le sens que je vais attribuer quelque part au sable, parce que ça me parle de fin, ça me parle d'éternité, ça me parle d'espace, ça me parle de géologie. Et elle trouve une utilité dans cette pièce. Cette utilité, voilà, je me le suis approprié. D'autres aspects, comme le lier à l'idée d'escalier. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler de la première œuvre qu'on voit en entrant pour resituer le contexte? C'était des tableaux, des cadres remplis d'eau et de poussière mis au congélateur. Donc c'était des glaçons au début. Ensuite tu les as accrochés avec toute ton équipe. Et puis ils se sont mis à fondre. Et donc c'était quelque chose d'éphémère où on voyait comme ça les cadres pleurer. On peut imaginer plein de choses. Les tableaux se mettaient à pleurer. En tout cas, ils se mettaient à fondre. Voilà. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu t'y es pris? C'est quoi ton idée? Qu'est-ce que tu as voulu faire là-dedans? Alors, ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que le glaçon, je parle de glaçon, mais l'eau gelée, l'eau congelée, est d'abord un objet qui me fascine. Il me fascine d'autant plus qu'on est sous les tropiques et que je vis sur la côte et que je peux avoir un glaçon. Bien sûr par le biais d'un congélateur, mais je trouve ça extraordinaire, je trouve ça magique de fabriquer quelque chose qui quelque part n'est pas à sa place. Et en fait, ça c'est, on va dire, c'est les prémices de ce qui viendra après. C'est-à-dire cet ensemble de tableaux de glace. Donc là, ces tableaux qui pleurent, en fait, ils sont remplis de poussière. Ce que j'ai pas précisé aussi, c'est que l'ensemble des propositions de cette expo reste dans le cadre de la recherche. C'est un positionnement que j'ai choisi pour participer à cette expo.
composition. Et les tableaux de glace, ça me permet en fait de montrer un peu le désordre de cet élément ici à La Réunion en fait. Et alors pourquoi plusieurs tableaux? Pourquoi pas un seul? Pourquoi cela? Enfin, comment ça se passe, le choix de la composition? Alors, il y a eu une première version de cette proposition. Alors, c'était juste un seul tableau de glace avec un dispositif muséal dans lequel j'avais mis des moutons de poussière. Et le tableau fondait. Et c'était aussi, dans cette première recherche, un clin d'œil à Duchamp et sa photographie, la photographie de Man Ray de son élevage de poussière. Donc il y a une première version et la deuxième version qui est proposée là se décrit sous la forme d'un affichage du 19e siècle où on accroche plusieurs tableaux où en fait l'espace se décrit en fait emprunte l'accrochage du 19e siècle. Où on a plusieurs tableaux accrochés à tout un pan de mur, de plusieurs genres d'ailleurs. Et là, dans mes tableaux de glace, je présente différents paysages fabriqués par l'eau et la poussière, qui laissent des traces, une fois fondus, qui laissent une trace d'un paysage un peu abstrait. Mais à quel moment arrive la poussière? Parce que on est dans un état liquide, ce dont tu parlais, et là on voit maintenant de la poussière. À quel moment on passe de l'un d'une matière à l'autre? C'est vrai que c'est une œuvre qui se fabrique en plusieurs temps. Il y a le temps de la fabrication. Le temps de l'accrochage, où l'œuvre, dès qu'elle sort du congélateur, change de forme, puisqu'il passe d'un espace où il a été figé, et il fond. Et c'est vrai que la première étape, c'est un peu de la cuisine, puisque j'ai mon tableau qui est vide, dans lequel je pose de la poussière, et je le remplis d'eau. Je le mets à figer au congélateur. Tu touilles un peu? C'est un retour. Non, je ne touille comme une potion magique. Je mets ma poussière. Donc c'est un retour à l'eau et tu additionnes de la poussière et tu vas remettre en place le même processus. D'accord. Et donc on a le petit cartel à côté qui nous explique le procédé et tout ça. Mais pour ceux qui n'ont pas vu les glaçons fondre et qui arrivent après, alors on fait l'effort de leur raconter à chaque fois, c'est pour ça qu'il y a des médiateurs et tout. Mais du coup là, pour moi, c'est vraiment l'exemple type d'une œuvre qui peut difficilement se passer d'une explication. Est-ce que je me trompe? Parce que du coup, quand tu la vois, tu ne vois que le final. Alors, est-ce que quand on voit ce final, on la voit complète, ou est-ce que pour la voir complète, il faut assister à la performance? Alors, c'est ça, tu vois. Est-ce qu'on arrive trop tard, ou est-ce que c'est le bon moment? Enfin, tu as compris ma question? Oui, j'ai compris ta question, et en fait, ça fait directement référence au titre de l'œuvre, à la bonne heure. À quelle heure cette œuvre pour toi, cette proposition pour toi fait œuvre? Est-ce que c'est parce que tu l'as pas vue qu'elle fait, c'était à ce moment-là qu'elle faisait œuvre? Est-ce que c'est maintenant où tu la vois terminée et tu prends les traces comme œuvre? Voilà, en fait, on est dans cette espèce de, et ça je l'ai installé, cette frustration du regardeur. Et en même temps, j'utilise des éléments comme l'eau et la terre. Et je crée des paysages abstraits. Peut-être que c'est un peu tiré par les cheveux, mais je vais me justifier par le fait que je sois dans la recherche. Mais quelque part, on peut se dire, cette œuvre fond, il y a des morceaux de glace qui tombent par terre, parfois de manière bruyante. Est-ce que nous, on voit fondre la banquise, on voit fondre tout ça? On n'en a pas conscience, et pourtant on est dans un univers où la moindre action de l'homme aujourd'hui a une portée assez forte. On parle d'anthropocène sur tout ce qui est lié aux forces géologiques. C'est les changements de température, c'est l'augmentation de la salinité de l'eau, c'est la mesure aussi de la composition de l'air.
qui actuellement, il y a une étude qui est sortie il y a pas longtemps où on a maintenant des pluies de plastique. Donc l'homme aujourd'hui, avec toutes les traces de ses actions et ses actions futures, est capable de modifier de manière forte la vie sur Terre de l'ensemble des espèces. D'ailleurs, on a 60% des espèces qui ont disparu sur la planète. Et là, on n'est plus dans l'alerte, c'est alarmiste. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Si je me trompe pas, on a cru me dire que la personne qui s'occupait du nettoyage, lorsque cette œuvre a fondu, elle a nettoyé aussi toutes ces traces de poussière qui étaient en dessous. Et je trouvais intéressant à quel point ça résonne avec cette question de l'aseptisation de l'homme, finalement, de son milieu. Et j'aurais voulu savoir quel était ton avis vis-à-vis de ça. Alors, cette mini-anecdote. Oui. Alors, moi, j'ai trouvé ça... je vais pas dire génial, parce que je suis si j'ai trouvé ça génial. Et je pense que c'est des choses à rajouter dans ma recherche, mais c'est vrai que l'œuvre, cette proposition, je l'avais proposée autrement. Dans mon projet de recherche, j'ai encore une autre phase à expérimenter qui est de l'ordre de mixer un peu la performance et ces tableaux de glace. Et justement, ça a fait écho en moi qui nettoie ces poussières. Enfin, c'est pas juste une aseptisation, c'est aussi une incompréhension totale de la part des personnes qui sont venues nettoyer. C'est-à-dire qu'à aucun moment ils ont fait le lien entre la poussière et l'œuvre d'art, quoi. Oui, c'est normal. Ils ont pris la poussière pour de la poussière. Oui, c'est assez... J'aurais dû leur dire de lire le cartel. Oui, oui. Non, mais c'est assez normal parce qu'après. Est-ce que c'est pas le risque? C'est ça que c'est des points à ajuster. Moi, je le prends très bien. C'est des points à ajuster. C'est juste des petites choses à ne pas oublier, c'est-à-dire mettre tout le monde au même niveau de communication. Je le prends comme une expérience de plus à cette recherche. Moi, je voudrais revenir sur cette installation, pas cette installation, cette pièce, on va dire, puisque tu as dit que c'était pas une installation, cette pièce qui est derrière, là, que je trouve assez belle, hein. Elle est très esthétique, hein, on va dire, dans le choix des matériaux, dans les assemblages. Et ce qui m'interroge le plus, quand même, c'est cet escalier suspendu dans le vide avec un no future. On ne peut pas aller plus loin, c'est assez pessimiste. Et je trouve également que dans tes tableaux de poussière, également, il y a une vision assez pessimiste des choses. Ça nous renvoie évidemment au in pulverem reverteris. Souviens-toi que tu es poussière, que tu retourneras en poussière. Et à la suite de tout cela, est-ce que tu vas continuer sur cette trajectoire, ou bien on verra un peu de soleil poindre à l'horizon? Alors je ne sais pas, puisque ça fait un petit moment que je suis sur cette trajectoire avec des œuvres éphémères qui se détruisent. Juste pour exemple, j'avais fait une installation d'un mur en fait. C'est des simulacres de parpaings en céramique que j'avais installés sur la plage. Si je me souviens bien des mesures, 1m80 par 1 mètre, 1m5 il me semble. Et ce mur que j'avais construit avec labeur, qui m'a pris des mois à mettre en œuvre, je l'ai installé sur la plage et j'ai attendu qu'une vague ne vienne la détruire. Et voilà, mon mur, il n'existe plus. Il a été détruit sur la plage. Sinon, tu dors bien, quand même. C'est important pour toi, justement, cette éphémérité. Pourquoi à tout prix être dans cette respiration-là de choses qui ne durent pas? Je crois que j'ai été empreinte très tôt du paysage de la rivière des Galets, parce que j'y vais depuis que je suis tout petite, et le paysage change en permanence.
la rivière est dans une divagation continuelle et on peut pas se figer sur quelque chose qui va rester des décennies et tout est dans l'instant. Et c'est vrai que à échelle humaine, je crois que c'est un des seuls moments où on peut observer les changements de la Terre. Parce que si je voulais réellement voir, on va dire, les changements ou même les finitudes de certains paysages, il faudrait que je vive assez longtemps puisque ça se déroule sur des milliers d'années. Moi, j'ai une question sur ce concept de changement du paysage. À ce moment-là, ce mur, par exemple, qui est construit sur la plage, lorsqu'il est détruit par la vague, est-ce que c'est une œuvre qui change ou est-ce que c'est une œuvre qui meurt ? Alors, c'est une œuvre qui change parce que pour moi, tout redevient à un moment donné poussière et tout est recyclé sous une autre forme. Bon, on parlait d'esthétique, mais en fait, finalement, je crois qu'on devrait plus parler de poétique, puisque les éléments, tu parlais de champ lexical tout à l'heure, donc je pense que c'est pas anodin, puisque on retrouve quand même des thématiques, des éléments, des mots assez forts, et puis cette manière que tu as de mettre... alors moi je dis ça comme ça, mais pour moi ce sont des mises en scène, une mise en scène d'objets dans un temps déterminé. Et donc je suis content d'entendre l'expliquer parce que il faut quand même décrypter. Comment est-ce que tu vis ce rapport au public ? Ça c'est une question que je me pose, c'est-à-dire à la fois, tu dois exprimer ton œuvre un peu sans concession, parce que tu dis ce que tu as à dire avec ta matière, quoi. Et en même temps, il y a comme cette anecdote de la dame qui a nettoyé la poussière, voilà, qui a pas su l'identifier comme étant une trace d'œuvre. En tant qu'artiste avec des formes très contemporaines, est-ce que tu ressens une distance entre ton travail et le public ? Et comment est-ce que, si oui, comment tu le vis, quoi ? Alors, j'ai encore une autre anecdote par rapport à celle-ci. Au moment où je fabrique mes petits tableaux de poussière, j'ai une de mes sœurs qui vient m'aider. Et elle voit que je mets de la poussière ou des choses comme ça. Ça l'a choquée parce qu'elle n'identifie pas l'objet poussière à ce que soit, de manière possible, présenté comme intégré à une œuvre d'art. Et c'est vrai que sur le coup, sa réaction était assez forte. Mais après, par la suite, quand elle a vu l'œuvre vivante, elle a été touchée autrement. Elle ne voyait plus les poussières, elle voyait autre chose. Alors, pour répondre à ta question, c'est vrai que si je devais, et je pense que tous les artistes peuvent fonctionner ainsi, c'est que si on attend du regard de l'autre une certaine validation, autant s'arrêter à être artiste. Non, mais je parlais pas de validation, je parlais plutôt de difficulté de compréhension, d'appréhension que le grand public peut avoir à l'égard de l'art contemporain. Et toi, en tant qu'artiste contemporaine, est-ce que, comme tu viens de le dire, évidemment, tu vas pas les attendre pour faire ce que tu as à faire, mais ça n'efface pas cette distance. Et donc, est-ce que tu penses que cette distance, elle existe, cette incompréhension, elle existe, est-ce que elle est fausse ? Et en même temps, cette distance, plus l'art contemporain avance, à grands pas, cette distance, est-ce qu'elle n'est pas en train d'augmenter, d'accélérer, c'est-à-dire la compréhension, est-ce qu'elle ne devient pas de plus en plus prégnante, est-ce que ça ne devient pas de plus en plus incompréhensible ? Ça t'est égal, comment tu perçois ça ? Alors, ou est-ce que ça n'existe pas et que je dis n'importe quoi ? Je pense que en fait là, tout simplement, on parle d'accès à la lecture de l'œuvre. Ça dépend, je pense que tout le monde est réceptif à toute forme d'art, même si elle peut être, j'allais pas dire choquante, mais bon, on peut dire choquante. Mais ne serait-ce que juste cette émotion-là, elle crée une expérience avec l'œuvre. Et quand on va dans un musée ou même en extérieur, les œuvres d'art sont un peu partout dans notre vie. Ça dépend de la sensibilité de chacun. Ça dépend aussi de comment on est rempli de manière culturelle pour appréhender l'œuvre. Et je pense que c'est une question
difficile à répondre. Parce que ça passe aussi par d'autres actions qui peuvent être de l'ordre de l'éducation ou la sensibilisation à l'art contemporain. Je suis curieux de savoir c'est quoi la suite. La suite, j'ai eu une bourse de l'ADAC qui m'a permis de partir à Madagascar et bientôt à Mayotte. Donc la suite, c'est que j'explore les territoires précaires en fait de l'océan Indien. Donc voilà, bientôt des représentations d'une vision du territoire précaire. Et je trouve ça intéressant de comment tu passes de la rivière des Galets à Mayotte et Madagascar, surtout au vu de l'histoire de la rivière des Galets et de ces populations malgaches et mahoraises présentes là-bas même. Oui, c'est parce que je sors de la rivière des Galets, mais en même temps, dans mes déambulations, dans mes promenades dans la rivière des Galets, j'y ai trouvé l'univers. Bon, je crois que c'est une excellente conclusion. Merci beaucoup Yasmine Atoumane. Merci à vous. Voilà, donc hâte de voir la suite de tes travaux. Je veux dire, au-delà de tes projections de recherche, concrètement, on peut actuellement voir ton travail à la Friche, bien sûr, 1 rue de la Poste au port, à l'île de la Réunion. As-tu d'autres événements de prévus concrets dans les mois, dans les semaines à venir ? Non ? Non, pas actuellement avec le Covid. Bah. J'ai eu des événements annulés, mais... Alors moi, ce qui m'a interrogé dans cette exposition, c'est le rapport c'est la question de l'art en temps de crise. Et je voulais savoir comment est-ce que tu avais réagi face à cette crise sanitaire. Et est-ce que, en tant qu'artiste, tu t'es dit ou pas ? Comment tu t'es situé face à cette urgence en tant qu'artiste ? Le Covid-19, bien sûr, ça a été une urgence sanitaire mondiale, mais c'est vrai que moi, j'aime bien me raccrocher aux chiffres. Et c'est vrai que voir que le Covid-19 qui tue des gens, bien entendu, mais tue quand même moins que la faim dans le monde, moins que la grippe. Du coup, je reste assez perplexe aux enjeux mis tout autour du Covid-19. Et voilà, moi, pendant la période du confinement, je me suis beaucoup questionnée sur justement toute cette gestion de crise, parce qu'on est tous restés dubitatifs aussi. Et en même temps, j'ai repris pas le rôle d'artiste, mais le rôle de mère au foyer pendant le confinement, c'est-à-dire institutrice. Mon mari, lui, il a pu continuer à travailler, et du coup, j'étais dans le rôle de mère de famille. Et t'as vécu ça comme c'est quoi ? C'est un retour dans les années 50 ou ça t'a plu ? Tu t'es pas dit tiens, si ça continue, on va m'acheter un lave-vaisselle ? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que je savais que ça allait se terminer, puisque les enjeux économiques, sociaux ou sanitaires sont trop fortes. Et on y est toujours, on n'est pas sorti de l'auberge. Et donc ça t'a pas dérangé d'être cantonnée à ce rôle tout d'un coup, d'être contrainte finalement à cette... parce que je sais pas, peut-être que tu l'as pas vécu comme une contrainte. Est-ce que c'était une contrainte ? Et ça t'a fait quoi de délaisser la création pendant ce temps ? Bien sûr que ça m'a dérangé. Bien sûr que, au vu, je parlais de chiffres tout à l'heure, comme le nombre de morts, par rapport à la grippe, par rapport à la pollution aussi, parce que la pollution tue. Par rapport à la faim dans le monde, les chiffres ne sont pas comparables. Et on se retrouve privé de notre liberté. Bien sûr qu'être privé de sa liberté, ça dérange. En même temps, c'est pour préserver, et je le mets entre guillemets, la vie. Ouais. Eh ben, merci beaucoup Yasmine. Encore merci à tous.
Restez connectés sur les